Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui comme invité avec nous sur le plateau de Al-Mouatin, M. Michael Prévost. M. Michael Prévost qui est une personnalité médiatique belge francophone, militant et qui travaille au fait dans le cadre d'un islam européen. Michael Prévost, bonjour. Bonjour. J'ai aussi aujourd'hui l'honneur d'avoir mon ami, mon collègue Anas Malki qui va collaborer avec moi pour animer cette émission. Anas, merci beaucoup Monsieur Lassène. Monsieur Michael Prévost, bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui sur le plateau d'Al-Mouatin. Déjà, est-ce que vous pouvez... qui est déjà Michael Prévost? Alors, on va dire pour faire court en termes, on va dire universitaires, donc je suis un orientaliste de formation. J'ai continué mes études en me spécialisant dans le domaine des religions comparées, en langue arabe également. Et puis, j'ai fait une thèse de doctorat qui porte sur, on va dire, la philosophie classique islamique, en particulier la métaphysique et la théologie. Donc voilà, pour cette partie-là. Dans ma vie au quotidien, je suis directeur maintenant du Réseau européen contre le racisme, qui est une organisation européenne qui rassemble plus d'une centaine d'organisations nationales de différents pays qui luttent pour l'égalité des droits et nous faisons du plaidoyer au niveau européen. Et puis dans une troisième vie, je suis aussi, et j'ai longtemps été, un militant de terrain au sein des communautés musulmanes locales à Verviers, d'où je viens, jusqu'au niveau européen. J'ai occupé des places dans différentes organisations, des fonctions dans différentes organisations comme le Forum of European Muslim Youth qui essayait de fédérer des organisations de jeunesse au niveau européen. Et puis aussi, pendant de très longues années, j'ai été membre du conseil d'administration et porte-parole d'une des plus grandes mosquées reconnues en Belgique, la mosquée Sahaba à Verviers, que j'ai quitté depuis plusieurs années pour me consacrer à d'autres choses, dont en particulier la réflexion sur l'islam européen, qui je pense va nous occuper aujourd'hui. Donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de la situation de l'islam en Belgique. En gros, quelle est la situation de l'islam en Belgique, Michael Prévost? Alors, en gros, on est dans une période, comme on pourrait l'analyser si on prend l'instant aujourd'hui, assez trouble, si je puis dire, avec des éléments positifs, ceci étant, on va commencer par ça. Donc, on peut dire qu'après de presque 40 ans de difficultés d'organisation de l'islam en Belgique, on peut dire que depuis quelques mois, on va dire que l'institution représentative des musulmans, normalement, l'exécutif des musulmans de Belgique, commence à avoir une vie un petit peu plus apaisée, on va dire ça comme ça, ce qui ne mangent pas de pain, même si on peut avoir beaucoup de questionnements encore sur la façon dont cette instance a été finalement mise sur pied à partir de la réforme de 2014, etc. Donc, mais en attendant, on voit qu'il y a une volonté de faire du travail, une volonté de construire qui change avec la tonalité qu'on a eue pendant toutes ces années, qui était une suite sans fin de disputes, de combats, etc., qui était très ennuyant. Maintenant, il y a un contexte aussi général qui est extrêmement difficile, qui est celui qu'on connaît depuis, déjà avant janvier 2015, mais définitivement depuis janvier 2015, à savoir celui de la lutte contre la radicalisation violente, qui a tendance à se focaliser en particulier sur les populations, on va dire musulmanes ou supposées telles, et qui met une pression assez forte sur les communautés, sachant que, évidemment, les personnes qui ont commis des attentats, que ce soit en France, en Belgique ou bien en Syrie et en Irak, un certain nombre de ces personnes sont issues des communautés de chez nous, enfin voilà, ce sont des citoyens belges de confession musulmane, nés chez nous, éduqués chez nous, et qui sont partis en Suisse à un moment donné, mais donc ça amène une focale, et donc il y a une pression extrêmement forte sur les communautés qui fait éclater, si je puis dire, au grand jour, un certain nombre de divisions ou de choses qui n'ont pas encore été mises en place, à savoir une plus grande concertation entre les communautés, la volonté de faire émerger un islam qui soit au-delà des communautés d'origine, qui sont toutes respectables en tant que telles, mais qui n'ont, voilà, où chacun un petit peu restait dans son petit précaré, sans vraiment chercher à s'ouvrir aux autres, et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes que l'on voit aujourd'hui qui empêchent une réflexion plus construite. Et puis il y a aussi l'importation de divisions intra-musulmanes, on pense spécifiquement entre sunnites et chiites, qui nourrissent aussi des peurs, qui nourrissent des hantises ici en Belgique, et qui ne facilitent pas le rapprochement entre les communautés et l'émergence d'une ou des voix plus apaisées au sein des communautés musulmanes. Donc en gros,
Je dirais que c'est un petit peu les défis principaux auxquels nous sommes en train d'assister. Et puis, peut-être dernier point aussi, moi je vois ça comme une note plutôt positive de mon point de vue, c'est que sous cette pression très très forte qui avait déjà évidemment commencé à l'époque d'Al-Qaïda et puis les premières actions très violentes de Daesh, je pense en octobre 2014, de l'assassinat particulièrement sauvage d'otages, etc. Une sorte de prise de conscience qui commence à se faire. Moi, j'appelle ça une sorte de mur intracommunautaire idéologique qui est en train de craqueler au sein des communautés musulmanes où voilà, des gens qui sont issus de cette deuxième et troisième, voire quatrième génération ici en Belgique, qui sont, je dirais, qui font vraiment partie de la fabrique sociale et qui se sentent plus du tout en phase avec cette image de l'islam qu'ils sont en train de recevoir, qui leur est projetée par Daesh et par les autorités, et qui disent non, moi ça me ressemble plus, il faut qu'on ouvre des espaces de discussion, il faut qu'on mette les choses à plat. Et voilà, il y a des voix qui commencent à émerger, définitivement en Belgique, c'est encore minoritaire, mais ça bouge et on voit que ces voix sont suivies. En France, c'est pareil, aux États-Unis aussi. Et donc voilà, il y a des mouvements qui sont en train de je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Il y a des dialogues qui commencent, parfois des invectives, mais en tout cas, il y a des choses qui commencent à prendre place dans le contexte actuel. Merci. Monsieur Michael Privot, je suis très méticuleux par rapport à la terminologie qu'on utilise lorsqu'on parle de quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez dire par créer, par exemple, un islam des Lumières, un islam moderne? Le mot à laquelle je m'attache beaucoup, c'est créer. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas déjà un islam de lumière, qu'il n'y a pas un islam qui est moderne? Alors, moi, je créais, générer, on pourrait prendre quelque chose. Et alors, il y a eu un islam des Lumières il y a longtemps. Vraiment, je pense que voilà, on peut prendre à la période de l'islam classique que j'ai étudiée, celle qui suit la période omeyyade, la période abbasside, jusqu'à la chute de l'empire abbasside, on va dire ça pour faire gros. Il y a eu quelques belles époques encore après, mais grosso modo, on a vu qu'il y avait un islam des Lumières, des gens qui sont capables d'utiliser une foi, une croyance pour découvrir le monde, pour trouver de nouvelles choses, s'interroger sur le monde, explorer des domaines scientifiques, etc. Et je pense que ça a laissé un héritage prodigieux dont on n'a pas fini d'explorer la richesse aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, on est dans un autre monde complètement. Et donc, voilà, on peut trouver que c'était bien d'avoir cet héritage, il faut pouvoir s'en inspirer. Mais aujourd'hui, la situation qu'on voit, c'est un islam qui est grippé, qui ne fonctionne plus. Alors, si on veut rentrer dans les détails, on pourra peut-être affiner. L'analyse que moi, je porte depuis déjà quelques temps, c'est de dire que, en fait, donc, le paradigme sur lequel s'est mis à fonctionner l'islam à partir de début de l'époque abbasside, grosso modo, et puis qui s'est vraiment, pour le coup, figé après la chute de Bagdad, la Reconquista et les croisades, pour faire très 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 vite, est un paradigme qui n'est plus capable aujourd'hui, à mon avis, de produire de la civilisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera plus jamais du beau et du bien. Bien sûr que rien n'est figé à jamais. Mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que la façon dont ce que j'appelle moi la cléricature musulmane, c'est-à-dire les oulémas, les prédicateurs, les militants associatifs qui se revendiquent spécifiquement du champ musulman, ceux qui sont des diffuseurs de discours qui s'enracinent dans, on va dire, une foi et une éthique musulmane, fonctionnent tous sur, on va dire, grosso modo, le même modèle, hein, d'accord, à savoir le rapport aux sources, le Coran, la Sunna, et la Sunna qui devient la porte d'entrée obligatoire du Coran, sans voir qu'elle-même, elle a sa propre histoire, qu'elle a été développée dans des contextes historiques très très différents, et puis qui utilise après cela, on va dire, le legs des savants et des grands intellectuels de la civilisation musulmane. Mais toujours en ayant une approche plate, horizontale, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est dans un même temps, voilà, on ne voit plus la perspective où on se dit chacun a été écrit dans des strates différentes, si on peut dire plutôt comme ça, dans des mondes différents en vérité. C'est pas du tout être un écrivain ou un savant en Égypte au XIIIe siècle, c'est pas être un savant à Bagdad au IXe siècle, pour dire la chose comme ça. On mélange tout, et finalement le résultat de ce mélange et de ce manque d'approche historique de la tradition en particulier, fait que on a Daesh
et ce que je dis toujours, pour prendre un peu une caricature, on va dire le share soufi le plus open, qui serait le plus ouvert, fonctionne en vérité sur la même mécanique, sur le même rapport au texte, sur les mêmes paradigmes, ils utilisent les mêmes sources et ils en dérivent des conséquences bien sûr différentes. Mais si on regarde ça un petit peu de l'extérieur, on se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir définir de manière rationnelle qui articule le vrai islam ou pas, puisqu'en fait ils utilisent de manière identique les mêmes sources. Après on pourra nous dire qu'il y en a certains qui sont dans un paradigme de guerre, d'autres qui sont dans un paradigme de paix, certes, mais en attendant on se rend compte que le système, le logiciel de fonctionnement est le même. Et donc aujourd'hui, mon analyse, c'est qu'on n'est plus capable de produire avec ça, à partir de cela, une civilisation en ce sens, ou en tout cas un effort de réflexion qui pourrait permettre d'installer l'islam dans les sociétés européennes ou au Japon, ou, enfin peu importe, comme il a pu s'installer historiquement par le passé, que ce soit au nord de l'Inde, au Pakistan, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Indonésie, on a vu que l'islam était capable d'entrer et de se mélanger dans la culture, de la prendre et de la faire revivre, mais à partir de justement, donc est-ce qu'il faut... Parce que vous avez parlé de quelque chose de très intéressant qui est cette époque où l'islam était, comme vous avez dit, très ouvert et qui s'adaptait à toutes les cultures, toutes les civilisations. Donc est-ce qu'il faut une renaissance à la place de créer un islam moderne? Et s'il faut une renaissance, est-ce que cet islam qu'on va faire renaître, est-ce qu'il sera adapté? Est-ce qu'il sera en mesure de s'adapter à ce nouveau contexte? Oui. J'ai l'impression, quant à moi, qu'on doit être dans le développement de l'offre d'un nouveau paradigme. Donc je pense que Renaissance n'est pas tout à fait approprié. C'est pour ça que je serais plus proche d'une création en tant que telle, même si ce n'est pas faire table rase du passé. Vraiment, il faut être très très clair. Tout cet héritage doit être une inspiration, parce qu'à partir du moment où on le regarde comme ça, on peut comprendre comment tel savant du XIIIe, tel savant du XIIe, tel savant du XIXe a réfléchi l'islam à partir de sa réalité. D'accord. Et donc, ça doit nous inspirer. Mais on ne doit pas être tenu par cela. Et donc, je pense que c'est vraiment ça tout le défi. Mais c'est de pouvoir faire cette recréation, régénération. Enfin, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le débat, mais je comprends bien où vous voulez arriver. Mais en même temps, il doit être, là, c'est le point clé, il doit être réfléchi à partir de notre contexte. De la même façon, pour le faire très clair et l'exprimer en termes un peu théologiques, si je puis dire, le Coran, quand on le regarde dans une approche historique, en fait, pour la plupart des choses, il ne fait que valider le ma'rouf de son époque. D'accord. Et donc, c'était le ma'rouf de la jahiliya, en vérité. Mais donc, le Coran dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, d'accord. Et donc, il faudrait pouvoir être amené aujourd'hui à faire le même tri par rapport au ma'rouf de nos sociétés, qui contiennent du bien, comme toutes les sociétés, et de pouvoir dire, oui, bon, bah, ça correspond à notre éthique, ça ne correspond pas à notre éthique, mais il faut pouvoir avoir une réflexion sur l'éthique originale, si je puis dire, qui a été injectée dans la société prophétique. Michael Prévost, vous avez dit l'islam grippé, l'islam qui ne fonctionne plus. Nous, en Belgique, ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va marcher, qui va nous permettre justement de cohabiter ensemble dans le respect, la tolérance, etc. Est-ce que le dialogue est encore possible malgré qu'on voit naître d'un côté l'islamisme religieux et l'extrémisme religieux, et puis alors de l'autre côté l'extrémisme politique, à votre avis? Vous voulez dire au sein même des différentes communautés musulmanes? Non, d'une manière générale, parce qu'on a l'extrémisme des deux côtés, l'extrémisme politique et puis le religieux. Oui, d'accord. Alors, je vais vous dire que j'ai tendance à être de nature optimiste, mais je le suis de moins en moins. Et je dois dire que les événements depuis le 22 mars, certainement, et puis tout ce qui s'est passé durant l'été, les différents attentats qui ont été commis, Nice en Allemagne, aussi en Angleterre, etc. Donc, il y a eu toute une série d'attaques, et puis l'affaire du Burkini aussi en France, ont vraiment, pour moi, pris une dimension différente de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que ce que je vois, et j'ai été encore aujourd'hui en conversation avec d'autres analystes au niveau européen, c'est qu'on voit que les positions de tous côtés ont tendance vraiment à je dirais pas se radicaliser, mais s'enfermer sur elles-mêmes. C'est-à-dire que chacun se parle à lui-même et se parle à sa bulle, et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des points communs, ou en tout cas de dire, bon, ok, je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais là, je pense que votre argument, il tient au moins un peu la route sur quelque chose, engageons une conversation. Non, c'est fin de non-recevoir. Vous n'êtes pas dans mon monde, vous lisez pas les mêmes auteurs que moi, donc je vous parle plus. Et c'est de tous côtés. Et donc là, je
je pense vraiment qu'on vit une période vraiment très très difficile, qu'on avait senti venir, etc. Mais là, je pense qu'elle arrive même plus vite que ce que j'avais malheureusement prévu. Donc ça ne me rend pas trop optimiste pour l'avenir, je dois dire. Et je vois plus trop maintenant, à moins d'avoir... alors je dis ça un peu en forme de boutade, mais je pense qu'un facteur qui pourrait changer ça, c'est par exemple avoir au niveau politique des gens comme le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui tout en ayant une politique libérale comme les autres, est capable d'articuler un discours où il prend avec lui tout le monde, où il tente de prendre avec lui l'ensemble de la population sans la fracturer pour des gains politiques immédiats. Et on voit que ça marche, et qu'il y a vraiment une demande pour ça, et que ce que lui fait a une réponse extrêmement importante sur le reste du monde, et on peut même se dire qu'il va même plus loin que Barack Obama, qui était déjà pas mal dans le genre en termes d'articulation, de grands discours rassembleurs. Donc le point que moi je fais en tant que directeur de l'ENAR depuis des années, mais aussi en tant que militant, quand je parle avec des hommes et des femmes politiques, c'est de dire il y a de la place et de la demande, il y a un marché porteur électoral pour ce genre de discours, parce que les gens en ont marre de la division. Tout à fait. Mais il faut avoir le courage de prendre ce risque, et moi je me base sur une étude qui avait été faite par l'Agence des droits européenne des droits fondamentaux il y a quelques années, qui essaie de tester un petit peu l'intérêt des citoyens européens pour les droits fondamentaux et pour l'égalité, et leur conclusion était que de manière générale 75% des citoyens européens demandent plus d'égalité pour eux-mêmes et pour les autres. Mais c'est extrêmement fort, ça veut dire qu'il y a un vrai marché politique, si je puis dire, excusez-moi de l'expression, mais électoral, pour vraiment avoir ces grands discours qui sont rassembleurs et qui permettent d'alléger d'alléger la pression, parce que c'est ça alors si on regarde les choses du côté intérieur des communautés musulmanes, il y a des nécessités aujourd'hui d'avoir des débats sur plein de choses, d'accord ? Or, avec la pression sociétale qui est faite sur les communautés musulmanes en général, et c'est pas uniquement le cas de la Belgique, c'est aussi le cas pour d'autres communautés, pas uniquement musulmanes, mais en fait, on rentre automatiquement dans le syndrome de la citadelle assiégée. Dès qu'on va ouvrir une porte débat, tais-toi, il n'y a rien à voir, tu fais le jeu de nos adversaires, tu es un espèce de crypto-agent, ou bien chiite, c'est selon, ou bien sioniste, c'est selon, ou bien de la CIA, c'est selon, qui essaye de démolir les communautés musulmanes de l'intérieur. C'est tout de suite ce qu'on va recevoir. Et je peux comprendre la logique qui amène les gens à penser cela. Mais en même temps, voilà, on est face à des défis, il va falloir les relever. Ma position personnelle, c'est qu'on ne peut plus attendre aujourd'hui, on n'aura plus l'occasion d'avoir à nouveau une société apaisée où on pourra commencer à ouvrir les boîtes entre nous et pouvoir commencer à discuter paisiblement. Je pense que là, comme je disais tout à l'heure, on est dans un cycle où les positions vont être de plus en plus crispées, la pression va être de plus en plus forte sur les minorités. Et donc les minorités, une des stratégies de sortir va être de pouvoir essayer de travailler sur leurs propres réformes, travailler aussi sur leur inclusion dans la fabrique sociale, indépendamment de ce que fait la communauté, on va dire la société majoritaire. Et en même temps de pouvoir articuler au sein de la société majoritaire l'impérieuse nécessité pour eux de dire maintenant on combat l'inégalité, on se bat contre les discriminations, on prend de vraies mesures, on arrête de rigoler autour de ces histoires de CV, etc. On met des amendes aux employeurs voyous qui continuent à discriminer tant et plus, etc. Et ça, il faut un véritable signal fort du politique qu'aujourd'hui, je ne vois nulle part, que ce soit en Belgique ou ailleurs, si ce n'est aux marges, dans des formations politiques qui, pour le moment, n'ont pas encore de poids véritable sur l'échiquier politique. Et donc, voilà, tant qu'on ne veut pas prendre ces mesures qui sont vraiment sur la prévention, qui permettraient de réouvrir, voilà, de donner du souffle à la société pour dire, OK, d'accord, on a compris, il y a plein de jeunes, ils pètent un câble dans la société, et il y en a qui finissent par rejoindre Daesh parce que juste, ils n'en peuvent plus, parce qu'ils se sont rejetés, et ça n'a rien à voir avec le diplôme, c'est ni avec la fortune. Tant qu'on ne comprend pas qu'il y a un lien avec la façon dont notre société inclut les gens et leur offre une place à la table de la conversation, comme on dit aux États-Unis, ben ça va, on peut continuer à faire tourner le moteur de l'exclusion, etc., et continuer à produire de la violence en général dans la société et en particulier dans des communautés qui sont malheureusement très réceptives à ce genre de messages par leur propre développement endogène. Donc pour vous, c'est le politique qui doit jouer son rôle de médiateur quelque part? Ben bien sûr, fondamentalement, le politique a un rôle de pouvoir au moins utiliser le levier des politiques d'égalité, d'inclusion, les politiques éducatives, les politiques d'emploi pour redonner du souffle dans la société. Et ça, c'est pas les individus seuls, perdus, les petits groupes, les associations qui peuvent le faire. Même au niveau d'une commune, leurs moyens d'action sont très limités. Ils vont peut-être pouvoir engager 3 balayeurs. Et après, je veux dire, c'est pas ça qui va résoudre la problématique. Il y a des choses qui ne peuvent se décider qu'au niveau fédéral, en Belgique, enfin définitivement au niveau régional, fédéral, et puis au niveau européen. Donc il faut vraiment travailler à tous les échelons pour pouvoir changer les choses. Et donc là, c'est pour ça que, enfin moi, je suis inquiet parce que je vois pas ce clic. Hein, est-ce que vous recommandez une consultation avec, comme on dit, les gens de l'académia, de l'intelligentsia, pour les aider quand même
à dépasser ces obstacles, comme on dit, les confrontations entre ce qu'on appelle le jeu et l'autre? Oui. Alors, de manière générale, au niveau du politique, oui, bien sûr qu'il faut vraiment consulter les milieux académiques, il faut consulter la société civile, etc. Alors maintenant, on est confronté sur des problèmes, si on veut être plus spécifique. C'est que d'un côté, il y a plein de consultations des académiques. On a soit des académiques qui sont dans des fonctions de recherche universitaire, on a des académiques qui se rassemblent maintenant dans une foule de think tanks qui produisent vraiment un travail d'une grande qualité et qui donc mettent sur le marché des idées des solutions qui sont très intéressantes, etc. Mais on voit qu'il y a une ligne idéologique qui s'est imposée au niveau européen, au niveau des États membres et jusqu'au niveau local. Ce que je dis pour faire très très clair, c'est qu'on est grosso modo aujourd'hui sur une classe politique, on va dire pour ceux qui ont de 35 et plus, qui ont construit leur carrière du niveau local au niveau européen sur le fait que l'État c'est pas bien, trop d'État c'est pas bien, il faut réduire les services publics, il faut réduire la dépense publique, il faut responsabiliser les gens, même ceux qui sont dans la misère la plus sombre, parce que finalement c'est eux qui sont responsables de leur État parce qu'ils n'ont pas pu saisir leur opportunité, etc. Et qui sont aujourd'hui dans l'incapacité fondamentale de pouvoir envisager autre chose. Et c'est pas les suggestions qui manquent. Moi, je suis dans des groupes de travail au niveau de la société civile, au niveau européen. On commence à mettre des solutions sur le papier pour dire, bon, écoutez, on n'espère plus rien de vous en tant que décideur politique. Donc, on va devoir s'en charger. Et on voit aussi après toutes sortes d'initiatives qui fleurissent, des gens qui essaient de reprendre démocratiquement l'initiative, etc., que ce soit par l'ouverture de petits jardins partagés jusqu'à des choses beaucoup plus cohérentes. Mais en tout cas, donc, on voit que, voilà, il y a une classe politique, en général, bien sûr qu'il y a des gens qui voient plus loin que ça, mais qui sont vraiment sur des rails et qui n'arrivent plus à penser autre chose, en dépit de l'expertise qui est là sur le terrain. Donc maintenant, en parlant de la société civile, notre défi, nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, justement, c'est de beaucoup mieux articuler recherche académique et société civile. Parce que, bon, voilà, mon expérience, c'est qu'on a des académiques qui font souvent des recherches formidables, mais qui n'arrivent pas à la traduire en termes politiques. Et on a des associations de la société civile qui connaissent bien le terrain, mais qui ne sont pas assez fines dans leur analyse. Donc il faut une collaboration. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus, mais il faudra encore l'augmenter. Mais c'est indispensable qu'on le fasse. Michael Prévost, pourquoi le gouvernement, soit pourquoi le politique ne fait pas confiance en fait à ces acteurs associatifs, à ces académiciens justement, et pourquoi ce problème de confiance? Pourquoi on n'avance pas en fait justement pour être tous autour d'une table et travailler ensemble pour le seul intérêt qui est l'intérêt général de ce pays? Votre avis? C'est une vaste question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse définitive sur la question. Moi, ce que j'ai pu constater alors au travers de mon travail, et voilà, comme je suis un peu à la croisée de tous ces mondes et donc j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de gens, je pense à nouveau qu'un certain nombre de personnes qui sont engagées en politique, alors je dirais presque de manière professionnelle, voilà, des élus qui sont réélus, que ce soit du niveau local ou régional ou fédéral, etc., peut-être investissent tellement et sont tellement modelés sur on va dire, le fait que la démocratie représentative au travers du système électoral et de la particratie est juste un modèle insurpassable. Et pourtant, à nouveau, c'est pas les options démocratiques différentes, les autres formules démocratiques, que ce soit de consultation populaire, tirage au sort, enfin, il y a plein de choses qui ont été testées historiquement, qui sont à nouveau en discussion dans les secteurs de la société civile, et on voit une très 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 grande méfiance par rapport à ça. Donc, il faut vraiment dire, au fond, les boss, c'est nous, et on ne veut pas lâcher ce morceau de pouvoir qu'on a, et parfois ça empêche vraiment de pouvoir aller chercher l'expertise que des citoyens, parce que moi je constate ça aussi au quotidien, des gens qui vraiment sans arrière-pensée de lucre ou d'avoir envie d'avoir un job, etc., parce qu'ils aiment bien leur ville, parce qu'ils aiment bien leur pays, leur région, leur quartier, sont prêts à donner de leur temps, de leur expertise pour faire évoluer les choses. Et la plupart du temps, ils sont mis complètement sur les côtés, on ne les écoute pas, alors qu'ils ont vraiment des choses très intéressantes à dire. Mais ça implique de changer les mentalités, ça implique de changer les modes de fonctionnement, les modes de consultation, de mettre de nouveaux outils en place qui existent à nouveau, mais c'est juste faire autrement et prendre le risque de faire autrement. Or, les structures humaines, voilà, les collectifs humains ont une énorme résistance au changement des pratiques parce qu'on sait ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, ça fait toujours peur, y compris quand on est un décideur politique et quand bien même on ne risquerait pas de perdre son pouvoir. Donc c'est même pas là, c'est juste essayer de faire les choses autrement. Et là, voilà, la pression monte. Et je trouve que l'histoire, malheureusement, comme je dis, est terriblement lente et cruelle. C'est-à-dire qu'on a des besoins aujourd'hui qui sont criants, des discriminations, des gens qui n'ont pas de job, des gamins qui partent faire des attentats, pour ne citer que ces cas-là.
et voilà, une société civile qui bouillonne, et voilà, des processus de changement sociétaux qui prennent un temps dingue pour prendre place. Et d'un autre côté aussi, là je renvoie la balle à nous en tant que société civile, ça fait des années qu'au niveau européen, notamment, on essaye avec des organisations qui sont dans différents clusters, comme on dit, que ce soit les féministes, que ce soit les syndicats, que ce soit les organisations qui travaillent dans l'environnement, que ce soit les organisations qui travaillent sur les questions de logement, etc. Juste d'arriver à trouver des points d'action communs au-delà ou en déant, si je puis dire, nos programmes de travail, nos causes segmentaires et sectorielles qui sont toutes nécessaires et qui ont besoin d'expertise. Et alors, quand on parle, on est tous, ouais, d'accord, bah oui, je suis impacté par ça aussi, oui, mais toi aussi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ouh là là, c'est très compliqué. Donc on est tous là avec des pièces de puzzle, on essaye de trouver... Manque de coordination. Oui, et ça prend du temps de trouver cette coordination. On est entre gens de bonne volonté, qui ont des idées, qui sont tous brillants intellectuellement, qui ont des pratiques de terrain, et pourtant arriver à faire en sorte que un secteur comme, je sais pas moi, mon organisation ou Greenpeace et une organisation de développement puissent collaborer ensemble pour faire en sorte que le monde soit un peu meilleur, c'est un vrai cauchemar organisationnel, etc. Ça prend juste du temps. Ça se fait, mais ça prend du temps. D'accord. Donc, Michael Prévost, en tant que chercheur, académicien, intellectuel, vous avez le droit, bien sûr, de chercher, trouver des solutions à des situations qui sont critiques, telles que, par exemple, la situation de l'islam ces temps-ci en Belgique et en Europe en général. Donc, en essayant de voir comment les choses sont problème, tel que Foucault l'avait déjà dit, vous avez essayé de mettre l'accent sur la question des mosquées en Belgique. Notamment. Donc, vous pensez que les mosquées ont un vide intellectuel et spirituel. Et cela est une menace pour n'importe quel État, notamment la Belgique. Et vous avez parlé de ce qu'on appelle un islam belge, et qui est plus institutionnel. Qu'entendez-vous dire par ça exactement? C'est quoi cette solution? Ouais, alors il y a plusieurs niveaux dans la question, donc je vais essayer de les adresser un à un rapidement, et je n'ai pas la solution, donc moi je fais qu'avancer des pistes, voilà. Donc comme j'ai dit, voir comment les choses font problème, la façon dont les choses font problème. Donc en fait, à nouveau, l'islam en Belgique, c'est un immense puzzle à nouveau, et il y a plein de pièces qui sont éparpillées et qu'il faut essayer de rassembler, il faut pouvoir les adresser une à une. Nous, ce qu'on a, quand l'année dernière, avec mes collègues Tawfiq Sahih, Ismaël Saïdi et Zahra Gunayedine, on a posé la question des mosquées, c'était parce qu'il nous avait semblé, voilà, il y avait les discussions sur le MB auxquelles nous étions habitués, on avait la commission Marcourt qui s'était mise en route pour produire un rapport sur la formation des imams en Belgique, et on s'est dit, tiens, il y a un élément du puzzle sur lequel personne ne s'exprime en vérité, qui est la qualité même des mosquées. Parce que, bon, admettons même que la commission Marcourt délivre un super rapport, ce qu'elle a fait, il est pas mal du tout, que les imams soient formés et au bout de quelques années, ils vont être mis voilà, ils vont devoir chercher un job, mais dans quelle mosquée est-ce qu'ils vont atterrir aujourd'hui, d'accord? Donc ça, il faut qu'on réfléchisse à cette question-là. Donc nous, on a mis en avant une série de propositions un peu radicales pour mettre la conversation en route. Après, voilà, selon ce qu'on s'est dit, il y a un ensemble, on veut des mosquées qui soient propres, accueillantes, satisfaisantes en termes juste matériels, et puis aussi, voilà, des mosquées où on pourra commencer à réfléchir à cet islam. Alors le point aussi de départ de notre réflexion, c'était de se dire, quand j'ai participé à de nombreux débats avec Ismaël Saïdi qui suivent la pièce Djihad, il y a 27 000 jeunes, je crois, qui l'ont vu en Belgique, et donc ça donne une bonne prise de conscience de l'état de la jeunesse quand on voit les questions qui posent et qui reviennent régulièrement. Et ce qu'on voit aussi dans un certain nombre de témoignages, c'est qu'en fait des jeunes qui commencent un petit peu à dévisser, qui sont attirés par un discours un peu plus radical, etc., ou qui simplement veulent rechercher spirituellement, le réflexe ce serait d'aller à la mosquée du coin et de voir un petit peu ce qui s'y trame. Il y en a beaucoup qui passent par la mosquée du coin et ils ne trouvent rien qui leur parle. Et donc ils continuent leur chemin et vers des formes parfois beaucoup plus radicales, parfois juste radicales et parfois radicales qui mènent à la violence. Donc on voit que la mosquée, quoi qu'on en dise, a un rôle. Alors c'est pas dans la radicalisation qu'elle a un rôle aujourd'hui, parce que les mosquées ont quand même bien calmé leur discours, donc ce sont des discours qui sont souvent très consensuels et qui vont pas les chercher très loin, c'est justement ça le problème, mais ils sont plus en mesure de répondre aux interrogations de notre jeunesse en général et des personnes plus âgées également. Parce que voilà, il y a un déficit de formation des imams, là on peut venir sur cette question-là, que ce soit les imams majoritairement issus du Maroc ou des imams majoritairement issus de la Turquie, pour des raisons différentes, et on peut revenir là-dessus, mais
ce que j'ai pu constater moi, dans les nombreuses mosquées où j'ai pu me rendre, écouter des sermons du vendredi, etc., qui sont quand même le moment favori où on peut éduquer une communauté, faire passer des valeurs et un message, où on est vraiment calé sur l'orthopraxie, sur des messages minimalistes, où on n'essaye pas d'approfondir la richesse de l'islam, quitte à secouer les fidèles. Alors après, on pourra revenir aussi sur les conditions matérielles de l'imama, qui sont aussi une cause importante et qu'on a voulu traiter aussi dans cette question-là. Parce que voilà, quand un imam est on va dire, en situation de précarité, soit parce qu'il est payé directement par sa mosquée, soit même pour les imams reconnus, parce qu'ils dépendent toujours de la mosquée pour leur nomination par l'exécutif, ça veut dire que s'ils déplaisent trop à leur communauté, ils se font jeter du jour au lendemain. Et on sait que nos communautés peuvent être très violentes dans ce genre de situation. Et donc, ça n'incite pas l'imam à prendre des risques, tout simplement à se dire, voilà, moi j'ai l'expérience avec Tarek Obrou, l'imam de Bordeaux en France, et qui me disait, voilà, moi je fais une estimation du risque en tant que prédicateur quand je délivre un message. Si je sais que j'ai 60% de ma communauté, de ma congrégation qui me suivent et 40% qui me disent, qui me trouvent complètement à l'ouest, je vais aller et je sais que j'aurai 60% avec moi et tant pis pour les 40%, mais je dois avancer, je dois montrer le chemin en tant qu'imam, d'accord ? Aujourd'hui, un imam, sans lui en vouloir nécessairement, va se caler même sur les 5% qui vont gueuler et oubliera les 95% qui sont derrière et qui ont peut-être envie d'entendre autre chose. Donc ça, c'est une des problématiques qu'il faut pouvoir... voilà. Donc, pour nous, les mosquées ont un rôle fondamental et ce qu'on veut, au contraire, c'est améliorer la qualité des mosquées. On veut améliorer la qualité des prêches. On veut que le croyant qui va même une fois de temps en temps à la mosquée, quand il y va, il entend quelque chose qui lui réchauffe le cœur quelque part et qui permet de l'aider à penser son monde. Parce qu'en fait, l'islam qui est donné aujourd'hui dans les messages n'aide pas le musulman à penser le défi dans lequel ils sont insérés. Et pourtant, on en a déjà énuméré quelques-uns. C'est beaucoup. Et donc voilà. Maintenant, on doit reconnaître que voilà, on ne demande pas à tous les imams d'avoir un bac+5 ou un bac+10 en théologie. Il faut être réaliste aussi. Mais malgré tout, si on arrivait quand même à améliorer le niveau et à détacher des prêches, je pense qu'on y gagnerait tous en termes de qualité des débats intracommunautaires. Et ceci étant, je sais qu'il y a des imams qui font vraiment un travail formidable, etc. On va les cloner parce que voilà, on n'en a juste pas assez. Donc ça, c'était une des thématiques et on pourra approfondir si vous voulez. Maintenant, sur l'islam de Belgique, ce que j'essaye de dire, ou islam d'Europe, parce que bon, il y aura un petit parfum, on va dire gaufre chaude et moules frites à l'islam belge pour faire court. Il existe en partie déjà, d'accord ? Donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, musulmans, plus ou moins pratiquants, etc., qui bricolent leur islam au quotidien parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'islam qui est servi dans les mosquées ou qu'ils entendent, qu'ils trouvent sur Internet, etc., et qui voient bien que ça ne colle pas avec leur réalité, mais sont abandonnés quelque part à eux-mêmes pour, entre guillemets, vivre leur islam dans un contexte sécularisé, pour essayer d'arriver à faire sens de leur héritage et de pouvoir vivre plus ou moins en paix. Le problème est que comme ils sont dans le bricolage individuel, il y a cette culpabilité énorme qui est là. Est-ce que je suis dans le bon ? Est-ce que voilà, et alors on vit dans un malaise, parfois même une schizophrénie permanente. Et là, je pense qu'on a vraiment besoin d'appeler quelque chose, de développer quelque chose, c'est-à-dire de donner aux musulmans, à la musulmane, des outils théologiques qui pourraient lui permettre à elle de se sentir à l'aise dans l'islam qu'on est en train collectivement d'inventer, quelque chose comme ça, qui corresponde à notre réalité. Ça veut dire, sans nier ce qui s'est passé, à nouveau, je le dis, il ne s'agit pas de dire oui, la prière on s'en fout, le jeûne on s'en fout, etc. C'est pas de ça qu'on est en train de parler, mais que vraiment sur l'imaginaire qui nous permet d'opérer notre islam, de vivre notre islam, qu'on le mette enfin en phase avec l'imaginaire de notre société dans laquelle nous sommes tous des membres actifs. Et donc, voilà où je vois vraiment le travail, c'est d'entamer cette réflexion. Alors, elle doit être bien sûr avec, on va dire, des oulémas traditionnels, mais elle doit aussi se faire avec des philosophes, elle doit se faire avec des sociologues, avec des théologiens, avec des anthropologues, avec des gens qui sont versés plus spécifiquement dans les sciences humaines, je dirais, ça c'est un petit peu ma déformation professionnelle, mais je suis prêt à élargir, il n'y a pas de souci, et qui donc chacun venant avec une perspective différente peut permettre d'informer le débat et de dire, tiens, voilà, moi je prends toujours ça comme des questions éthiques, quelle a été la position de l'islam aujourd'hui en Belgique, quel message on a envoyé,
dans des débats aussi fondamentaux sur le clonage humain, des débats fondamentaux sur l'euthanasie des jeunes, des débats sur, par exemple, le transhumanisme, etc., qui sont vraiment des choses qui... Alors, je veux bien croire que le citoyen lambda n'en a pas grand-chose à cirer. En attendant, c'est ça qui est en train de se préparer, c'est vers ça que va notre société. Et nous, en tant que musulmans, on n'a rien à dire. Vraiment rien. Et donc là, je pense que c'est vraiment catastrophique et qu'il y a vraiment des choses à peser pour équiper nos coreligionnaires musulmans à pouvoir s'inscrire dans ce monde, penser ce monde et aller de l'avant. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Je veux vraiment insister là-dessus. Il n'y aura pas de solution miracle, à savoir, j'attends pas que quelqu'un vienne en disant voilà, l'islam belge ou européen, c'est ça, un petit bouquin et ça va être terminé. Non, c'est impossible. Donc moi, je m'engage dans un travail qui va durer 1-2 générations et peut-être, il y aura des impasses, c'est ça que je dis toujours, il y aura on va se tromper, on va tâtonner, on va avancer, mais de tout ça va sortir quelque chose et c'est ce risque qu'il faut prendre aujourd'hui. Et justement, cet islam européen, est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une possibilité de lui donner en fait, disons, une chance de réussir, vu qu'il y a quand même pas mal de confrontations à cet islam européen et surtout des tendances, etc., qui refusent catégoriquement en fait l'acceptabilité ou l'acceptation de cet islam européen, et on le voit apparaître un peu partout dans les mosquées, dans les discours, etc. Et même celles et ceux qui adoptent cet islam européen sont un petit peu très mal vus par la communauté musulmane. Oui, effectivement. Donc là, il y a plusieurs thématiques. Et là, je pense qu'on peut comme entrer un petit peu dans la stratégie qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter juste de vouloir opposer les modèles. L'analyse que je fais tout à l'heure, c'était que le paradigme sur lequel a fonctionné l'islam est en train de s'effondrer par lui-même, en vérité. Donc c'est une crise majeure, comme on dit, pour employer des mots un peu savants, de la production normative islamique qui est en train de traverser l'islam en général, c'est pas seulement la Belgique. Et donc ce modèle-là est en train de craquer de toutes parts et c'est une question de temps, il s'écroule et continuera à s'écrouler. Donc rentrer en débat avec des gens qui sont dans des positions hyper rigoristes et qui veulent se maintenir à tout près cet héritage ne me paraît pas très utile. Je pense que c'est juste une perte de temps, il faut pouvoir les écouter. Moi je suis dans le respect des gens, je ne partage pas leur vision de l'islam, mais ils ne partagent pas la mienne, c'est pas grave, on reste au sein de la Oumma. Moi c'est vraiment ce que je dis, si on peut dire, c'est qu'on évite le takfirisme, etc. Il y a un spectre d'opinions possibles au sein de l'islam. L'islam permet cette pluralité, donc respectons-nous et que chacun vive sa vie. Et donc après ça, c'est de commencer à produire différents autres paradigmes, parce que là on part dans une période où ça va proliférer. Et après je pense que il y aura une phase de stabilisation, mais on va passer dans une phase très très difficile où ça va partir un peu dans tous les sens et il y aura beaucoup d'instabilité. Pas mal de gens vont être perdus, mais ils sont déjà perdus. Quand je parlais tout à l'heure des gens qui se retrouvent pas dans l'islam, je parle des musulmans, je pense qu'il faut qu'on ne soit pas naïf. Il y a un nombre important de musulmans aujourd'hui qui sont en train de quitter très silencieusement la communauté musulmane, soit ils se mettent dans des positions d'agnosticisme en disant on va attendre que ça se calme un petit peu et après on verra, ou on y repensera quand on sera plus âgé, soit des gens qui passent carrément à l'évangélisme, parce que s'ils recrutent activement au sein des communautés musulmanes, ou à l'athéisme, le très radical. Donc je veux dire, la catastrophe, elle est déjà là. Donc pour ceux qui ont encore une affinité avec l'islam, qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui leur permette de faire sens? Et donc oui, il va falloir tester un petit peu tout ça. Alors pour revenir sur la deuxième partie de votre question qui était sur les gens qui sont mal vus, en vérité, on voit parfois des réactions assez virulentes contre des mosquées où la prière est dirigée par une femme, une mosquée gay-friendly, etc. Ma première position est de dire, quand on en arrive là, ça signifie, avant de jeter l'anathème sur les personnes qui développent ce genre de projet, ça doit être un signe de l'incapacité, on va dire, des communautés musulmanes, on va dire, de manière systémique, à gérer leur diversité interne. Parce que tous ces gens-là, ils font partie des communautés, ils existent, et donc s'ils ne sont pas capables de trouver une place dans le mainstream, vous les poussez dans les marges et c'est le résultat que vous avez. Donc ça, c'est une première chose. Alors maintenant, c'est oui, effectivement, il y a toujours des gens qui gueulent, et je pense que au sein que ce soit de l'associatif musulman, etc., ou dans les débats, on a tendance à toujours regarder ceux qui gueulent. Moi, ma stratégie depuis des années, c'est de dire, regardez les 80% qui ne disent rien. C'est eux le vrai public, c'est eux qui sont en attente de quelque chose et qui attendent que les choses se passent. Et je reçois vraiment au quotidien des témoignages, etc., de gens qui me disent, après avoir entendu parler, M. Privot, c'est la première fois que
en fait, oui, je me reconnais dans l'islam que vous êtes en train de dire. Et donc moi, je pense que c'est des témoignages qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut pouvoir valoriser. Et donc là, je pense que c'est juste une question d'avoir un peu plus de dynamique, d'accord? Et quand voilà, les gens vont se sentir un peu plus fermes en disant ah oui, oui, tiens, ça tient la route, c'est pas juste Privot ou un tel ou un tel ou un tel. Il y a plus de gens qui sont intéressés. Les gens auront moins peur de s'affirmer en disant bah voilà, oui, moi aussi, j'ai plus envie de cet islam-là, j'ai envie d'autre chose, je sais pas encore quoi, mais à voir les autres offres sur le marché, quoi. Donc, ma dernière question, Monsieur Michael Privot, est-ce que vous vous considérez en tant qu'académicien intellectuel qui est prototype d'un islam libéral, progressiste et ouvert, francophone ou européen? Si moi je me considère comme ça, ça fait beaucoup de qualificatifs d'un coup. Je peux en reconnaître. Je crois que ce serait très présomptueux de pouvoir dire que je suis à la pointe de. J'essaie juste d'amener un certain nombre de réflexions en essayant de réfléchir, et c'est peut-être ça qui amène une lumière différente, c'est-à-dire que je me pose, je réfléchis l'islam à partir de ce que je suis et à partir de mon héritage culturel, c'est-à-dire si l'islam est a priori universel, ce que beaucoup revendiquent, il doit me parler à moi et je dois pouvoir l'articuler aussi d'une façon qui corresponde à ma culture et à mes valeurs, comme il a toujours fait par ailleurs, d'accord? Et donc oui, j'articule un islam à partir, je prends comme une donnée de fait, on parlait tout à l'heure du ma'arouf de notre société, pour moi, les droits humains, les droits fondamentaux, ça fait partie du ma'arouf des sociétés européennes, c'est-à-dire des bonnes choses qui ont été produites et qui, pour moi, ne sont nullement en opposition avec les valeurs, soi-disant, universelles, islamiques, que certains disent, oui, il y a une confrontation. Il n'y a pas de confrontation, mais il faut travailler sur ce que ça veut dire, les droits humains, les pousser jusque dans leur dernier retranchement et leurs limites, et pousser aussi le corpus de la tradition jusque dans ses retranchements, dans ses limites. Alors je donne un exemple sur lequel voilà, j'ai essayé de réfléchir et je continue à réfléchir sur la question de, on va dire, de la perception ou la condamnation de l'homosexualité en islam, puisque c'est un des débats, après le foulard, c'est le deuxième débat qui mobilise les musulmans, c'est un dernier point pour l'intégration, si je puis dire. Et donc on voit que quand on a une analyse, par exemple, de la tradition sur ce sujet-là, il y a en vérité que des spéculations. Il n'y a rien de factuel dans les positions qui ont été prises pour dire l'islam est contre l'homosexualité. Il y a de tous les savants une approche extrêmement superficielle du phénomène, donc ils ne comprennent pas de quoi ils sont en train de parler. Et in fine, on est en train on doit questionner aussi le fait que toute la théologie, et c'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour les chrétiens, les juifs, etc., a été développée dans une compréhension, comme on dit, hétéronormative de l'univers, à savoir l'univers est sexué à part Dieu, homme-femme, mais il n'y a rien d'autre. Or, en fait, une étude intéressante et attentive en biologie, en éthologie, etc., montre qu'en fait, l'hétéronormativité, c'est bien sûr 90% du réel, mais qu'il y a 10% d'autres choses. Et dès lors, comment est-ce qu'on peut prendre la non-exclusivité de l'hétéronormativité de l'univers en théologie pour développer quelque chose d'autre? Ce sont vraiment des débats fondamentaux aujourd'hui. Et donc là, moi, je pars de cela à partir d'une approche plus distanciée. On essaie de mieux comprendre l'héritage des droits humains et on essaie à cette lumière de se dire mais c'est quoi les points aveugles de la théologie islamique classique? Parce qu'en fait, voilà, chacun a développé une théologie par rapport à son contexte. Donc c'était quasi obligé qu'ils arrivent à ces résultats-là il y a 1000 ans, il y a 14 siècles ici. Maintenant, on est dans un autre monde, on est dans un autre univers. Et donc, si on regarde la même réalité avec des lunettes complètement différentes, on va donc avoir des résultats différents. Voilà, qui seront ni meilleurs ni pires. Je ne mets pas de... Voilà, l'islam européen ou belge dont on parle, il sera pas mieux que celui qui est venu avant. Il sera juste différent, adapté à notre contexte, avec sa valeur intrinsèque. Voilà, et c'est ça, je pense, qu'il faut vouloir voir et sortir des jugements en disant « moi j'ai raison, toi t'as tort », etc. C'est plus le sujet aujourd'hui. Une dernière question aussi, Michael Privot, en guise de clarification, la question des frères musulmans. Vous êtes converti, je pense, à l'âge de 19 ans, et puis alors vous avez été membre de cette organisation. D'ailleurs, vous ne le cachez pas. Et puis alors, à un moment donné, vous avez décidé de quitter cette organisation. En fait, ma question, vous avez à un moment donné choisi d'adhérer en tout cas aux valeurs de cette organisation, et puis vous avez décidé de quitter. Pourquoi vous avez adhéré à un moment donné et quitté à un autre moment?
D'accord. Donc ça me permet d'annoncer que je suis encore en train d'écrire un bouquin qui va sortir en février, voilà, sur ce sujet. Donc je vais expliquer tout cela dans les détails, mais pour vous donner un teaser, comme on dit, je suis rentré, je ne suis pas rentré au sein des Frères musulmans, comme j'ai pu le lire, parce que j'étais un jeune en train de se chercher, etc. Oui, je me suis converti à l'islam quand j'avais 19 ans. J'ai rejoint la confrérie des Frères musulmans 10 ans plus tard. Donc j'étais plus dans une crise de recherche identitaire, en fait, très très clair. Moi, je suis rentré au sein des Frères musulmans européens, je précise bien, parce qu'en fait, c'était une question, on va dire, d'opportunisme pragmatique, d'accord ? Quand j'ai regardé un petit peu les organisations, j'avais envie de mobiliser pour ma communauté, j'avais envie de faire des choses, de redonner le savoir que j'ai acquis à l'université, voilà, je pense que c'était mon point de départ en vérité. Et sur le terrain, à partir de Verviers où j'étais, et ce que j'ai pu voir alors à la suite, c'est qu'il n'y avait pas de structure d'organisation qui me permettait de faire quelque chose. Soit c'était des structures qui étaient relativement attachées au pays d'origine, ou alors je dirais peut-être comme Miligurush, que j'ai bien fréquenté aussi, trop militaire, pour me donner, on va dire si je puis dire, pour me donner la liberté. Et en fait, il faut vraiment voir la spécificité du contexte des Frères musulmans en Belgique, qui était à l'époque très éclaté, etc. Et j'ai eu un deal, on va dire personnel, c'était avec, à l'époque, Cheikh Abdelhamid Bouzouina, pour peut-être ceux d'entre vous qui l'ont connu, qui était vraiment un homme d'une grande intelligence sur le coup, et qui m'avait dit, mais écoute Michael, tu sais, la BA, toutes ces histoires, mais non, en fait tu fais ton engagement citoyen avec Dieu, c'est ça, voilà, et donc tu es parmi les frères. Donc voilà, c'était vraiment, et lui il était le responsable belge des frères à l'époque. Et donc le deal que j'avais fait avec eux, c'était de dire, je ne dirai rien, jamais rien qui soit à l'encontre de mes valeurs libérales, défense des droits des humains, etc. Et je ne vous m'imposerai rien du tout, et si ça ne me va pas, je pars. On me dit ok, on est d'accord. Et donc c'est sur cette base-là que je me suis engagé, pas sur les valeurs de la confrérie en Égypte, jamais de la vie. Mais donc pour moi, ce que je retiens, c'est que ça m'a permis de faire pas mal d'activités, de tenter d'avoir la première femme imam dans une mosquée en Europe, une mosquée générale, je veux dire, pas une mosquée spécifique. On a pu travailler il y a plusieurs années sur le fait d'amener les questions portées par les femmes musulmanes au sein de la journée mondiale de la femme du 8 mars. Enfin, je veux dire, c'est toute chose que j'ai pu faire, que j'aurais jamais pu faire dans aucune autre organisation, quoi. À un moment donné, au sein des Frères musulmans de Belgique, il y a eu, on va dire, un resserrement, on va dire, de la discipline. J'étais pas du tout d'accord avec la façon dont ils menaient les choses, donc j'ai été frisé, Moujamed, comme ils disent pendant un certain nombre d'années. Il n'y avait plus de volonté non plus de travailler sur une reconnaissance que tout le monde était frères musulmans, en fait, parce que c'était complètement hypocrite comme position, alors que la sûreté de l'État, les médias, les académiques, tout le monde sait qui est frère musulman, qui ne l'est pas. Et comme je voyais que tous ces combats étaient plus utiles et que ça me portait aussi préjudice professionnellement, je me suis dit, bon, il faut tirer un trait. Moi, j'ai aucun intérêt à défendre la confrérie, c'est pas ma tasse de thé. L'égalité de tous des concitoyens ici en Belgique et travailler sur voilà, cette réforme de l'islam, appelons-la recréation, etc., me paraissait des enjeux beaucoup plus fondamentaux que de rester attaché à une organisation qui, moi, ne me permettait plus de faire ce que j'avais envie de faire. Donc l'adhésion était plus intrinsèque qu'extrinsèque. Donc vous étiez motivé en fait par rapport à la participation, par rapport à ce que vous allez faire en fait avec l'organisation, etc. Mais pas vraiment spirituel. Non, mais la spiritualité dans les frères, c'est très clair, je ne l'ai jamais vu. Hein. Et dans la même question en fait, votre vision actuelle, soit votre regard par rapport à l'organisation des frères musulmans en Belgique, comment vous la voyez ? Alors, je dirais aujourd'hui, alors bon, moi, ça fait quand même quelques années maintenant que je ne suis plus en contact avec eux, si je puis dire, donc c'est un regard, je veux dire, vraiment extérieur sur le coup. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué, ceci dit, à ce que j'ai vu quand j'y étais encore. Pour moi, c'est, alors, je parle toujours bien, pour être bien précis, des frères musulmans, comme on dit, canal historique, à savoir ceux qui reconnaissent directement via, bref, émotionnel au moins, on va dire ça comme ça, avec la confrérie égyptienne. Je pense qu'ils sont juste pas pertinents en Belgique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet, il n'y a plus aucune volonté. On fait, je sais pas moi, ils font leur foire musulmane de Bruxelles et puis basta, quoi. Si c'est ça le seul projet pour l'islam en Belgique, je trouve ça quand même un peu minable. C'est un consumérisme à tout crin. Voilà. Donc je trouve que c'est problématique, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Après, voilà, c'est le développement de cette organisation telle que je peux le constater.
voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. On va attendre aussi qu'ils finissent par disparaître parce que je crois qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre. Tu as un complément de question? Non. Donc, Michael Prévost, merci d'avoir accepté notre invitation et de passer un moment agréable avec vous. Merci beaucoup. Michael Prévost, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on n'a pas eu assez de temps pour débattre avec vous sur plusieurs questions, mais on aimerait bien vous revoir une autre fois. Avec beaucoup de plaisir. Bon, merci beaucoup. Madame, monsieur, au revoir.